Bonjour, je vais donc reprendre l'enregistrement ou la lecture, si vous voulez, de cette partie du cours se rapportant aux besoins nutritionnels, avec un petit rappel de ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent sur ces deux premières séquences. Donc, je rappelle que les besoins nutritionnels d'un individu correspondaient donc à la quantité moyenne de nutriments nécessaires quotidiennement pour assurer le développement de l'organisme. Le nivellement des tissus, le maintien des fonctions physiologiques est un état de santé normal et faire face à certaines périodes de vie telles que la croissance, la gestation et la lactation. C'est-à-dire, bon, les besoins vont dépendre donc de dépenses. Et parmi ces besoins, nous avons vu donc qu'on a les besoins sont de deux sortes, des besoins énergétiques et non énergétiques. Alors, les besoins énergétiques sont apportés par les substances énergétiques qui sont le glucose, les sucres, les lipides et les protéines en moindre partie. Et les non énergétiques, c'est l'eau, les sels minéraux et les oligo-éléments. Nous avons abordé donc notre la partie donc, concernant donc, les besoins énergétiques. Et nous avons donc parler des dépenses, parce que c'est les dépenses qui définissent les besoins, et ces dépenses, on a vu qu'ils étaient de quatre sortes. Donc les dépenses du métabolisme de base, donc les quantités d'énergie nécessaires donc, au maintien, donc, de la vie, ou aux activités, des fonctions vitales, à l'état de repos. Il y a les dépenses qui sont liées à l'activité physique, qui peuvent varier énormément en fonction donc, de cette activité physique, de l'âge également, et puis du sexe. Les besoins donc, ou bien les dépenses liées à la thermogénèse. Et donc là, il y a deux parties. Il y en a qui sont des dépenses nécessaires donc, aux actes de la digestion, et puis les dépenses de thermorégulation qui permettent donc le maintien de la température corporelle à 37 degrés, et qui montre également des variations en fonction du climat. Alors, les méthodes permettant donc de mesurer ces activités, ces dépenses énergétiques, donc il y avait deux méthodes, la calorimétrie directe, qui consistait donc à déterminer de mesurer la quantité de chaleur dégagée suite à donc à un effort ou un exercice musculaire ou un travail donné, ou la calorimétrie indirecte qui se base sur la mesure de la quantité d'oxygène qui a été consommée, permettant donc de déterminer ce qu'on appelle le coefficient thermique de l'oxygène, qui correspondait donc à la quantité d'énergie produite suite à l'utilisation d'1 litre d'oxygène. Donc, toute combustion, utilisation d'une quantité d'oxygène donnée va donc dégager une quantité d'énergie. Et ce coefficient thermique diffère suivant qu'on ait consommé des glucides, des lipides ou des protéines. Et donc, pour essayer de déterminer donc, la part relative de la contribution dans la production d'énergie à partir d'un aliment qui contient les trois sortes de substrats énergétiques, et des lipides, on se servait donc de quotient respiratoire. Alors, le quotient respiratoire qui est donc le rapport de la quantité de CO2 dégagée suite à la combustion d'un produit énergétique et la quantité d'oxygène consommée. Alors, ce rapport, nous avons vu qu'il variait entre 0,7 et 1. Et si je veux revenir donc sur le tableau que je vous ai montré, sachant que la part relative de la contribution des protéines dans la production d'énergie peut être déterminée directement en mesurant, en calculant la quantité d'azote ou la quantité d'urée qui est produite, qui représente un pourcentage donné dans la quantité de protéines qui a été oxydée. Donc à partir de l'azote dégagé, on peut donc remonter à la quantité d'oxygène, plutôt de protéines qui a été consommée.
Alors, mais pour reconnaître donc la part relative de la contribution soit des glucides ou des lipides dans la production d'énergie, on se sert donc de quotient respiratoire non protéique. Alors, exemple, donc lorsque ce quotient est de 0,7, il y a donc une production de 19, ça correspond à une production de 19,61, une consommation plutôt de 19,61 litres d'oxygène, et que le pourcentage d'énergie qui est extraite des glucides est de 0, alors que l'énergie extraite est complètement produite de la dégradation de lipides. Alors dans ces conditions, la quantité, donc, la quantité en grammes oxydés par litre d'oxygène est de 0,496. Donc la quantité de grammes de lipides oxydés par donc, 1 litre d'oxygène est de 0,496 grammes. Alors si je reviens au quotient respiratoire, plutôt au quotient respiratoire non protéique, c'est-à-dire qui dépend que de la consommation des glucides et des lipides, lorsqu'il est égal à 1, la quantité donc d'oxygène qui a été utilisée est de 21,13 litres. La production d'énergie provient à 100% des glucides et 0 lipides. Et la quantité, donc 1 gramme oxydé de glucides est de 1,231 grammes de glucides qui sont consommés par 1 litre d'oxygène. Donc ça, c'est à titre de rappel et de lecture donc, de ce tableau. Et donc je reviens aux besoins donc, énergétiques en différents nutriments. Donc, un régime est dit donc, énergétiquement équilibré lorsqu'il apporte une quantité de protéines, de lipides, de glucides avec la répartition suivante. Glucides 50 à 55%, lipides 30 à 35% et les protéines 10 à 15%. Donc, l'apport énergétique doit être respecté dans un régime équilibré, cette répartition, cette proportion d'apport en glucides, en lipides et en protéines. Alors pour un régime donc toujours équilibré, cette répartition calorique au cours de la journée doit être respectée et se découper de la façon suivante. Donc c'est normal, les repas, on doit prendre 3 repas par jour pour répondre aux besoins au cours de la journée de notre organisme. Donc ces repas, on a l'habitude de prendre 2 repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Alors pour une personne adulte, il faut que ces repas soient répartis de la manière suivante. 65% d'apport énergétique, 25% d'apport énergétique doit être réalisé au petit déjeuner, 40% au cours du déjeuner et 35% au cours du dîner. Alors pour les enfants, l'adolescent et les personnes âgées, ils ont besoin d'une collation entre les repas. Alors, c'est quoi l'intérêt de ces collations? Donc, ces collations, c'est pour couper la faim. Donc, c'est normal, les enfants, les adolescents qui sont en activité, les personnes âgées aussi, ils ont une sensation de faim entre les repas. Alors, pour permettre à ces personnes de bien manger, par exemple, entre le petit déjeuner et le dîner, donc il faut une collation pour couper cette faim, et donc ça leur permet de bien manger les repas. Le déjeuner et puis également le soir. Donc l'intérêt de cette collation, c'est donc de couper la faim entre les repas et permettre aux personnes de bien se nourrir au moment des repas officiels qui sont donc le déjeuner et le dîner. Alors, ces besoins en glucides, on va commencer par les besoins en glucides et on va donc parler des apports conseillés. Alors, les glucides sont donc nommés également hydrates de carbone ou encore sucre. Ils sont composés d'hydrogène, de carbone et d'oxygène et ont pour objectif essentiel d'apporter à l'organisme l'énergie rapidement utilisable et indispensable à son fonctionnement. Donc c'est l'énergie apportée par les glucides, c'est une énergie accessible et rapidement aux besoins de l'organisme. Les globules rouges par exemple et les cellules du cerveau ne peuvent utiliser que du glucose et rien d'autre. Donc le cerveau a besoin d'environ 140 grammes par jour. Et sans cet oxygène, ils sont lésés, les cellules nerveuses sont lésées et meurent rapidement.
Les apports quotidiens en glucides doivent donc représenter entre 45 et 65% maximum de l'énergie consommée. Alors pour un régime équilibré, donc nous en avons parlé déjà, il est conseillé donc de prendre entre 50 et 55% de l'apport énergétique soit donc apporté par le glucose, donc dont 60 à 65% sous forme de glucides complexes. Alors les glucides complexes, je vais en parler parce que c'est des glucides qui vont donc devoir mettre plus de temps pour leur dégradation en nutriments, et donc ils vont donc augmenter la glycémie d'une manière assez lente. Alors, 1 gramme de glucides, à titre de rappel, permet donc la production ou la libération de 4 kilocalories. À quoi donc servent ces glucides en général? Donc, c'est une source énergétique indispensable à l'activité musculaire. Il joue également un rôle plastique. Alors, certains glucides ont un rôle dit de construction. Ils rentrent dans la composition de tissus fondamentaux de l'organisme, tels que les cartilages, les acides nucléiques, les mucus, les substrats antigéniques. Ils jouent également un rôle dans la protection des protéines membranaires. Donc, ils rentrent dans la composition des membranes, mais le fait qu'on met à disposition de l'organisme des glucides, ça va donc s'opposer à l'utilisation des protéines comme source d'énergie. Donc la disponibilité en protéines va donc permettre à l'organisme d'utiliser les glucides à la place des protéines. Il joue un rôle également comme matière première pour la synthèse d'autres oligosaccharides et la formation d'oligo et de polysaccharides. Alors, les glucides totaux, compte tenu donc de leur profil nutritionnel, ils permettent donc, les apports conseillés en glucides totaux sont donc de 330 grammes par jour. Alors, les apports maximaux qu'il faut donc tolérer sont de 340 grammes. Alors, 230 grammes, si vous multipliez par 4, ça vous fait quelque chose d'environ 700 kilocalories, qui représente donc les 50 à 55% d'apport énergétique qui doit être apporté par les glucides. En cas d'apport insuffisant, les dépenses sont couvertes par néoglycogénèse à partir des lipides, voire même des protéines dans les cas extrêmes. Donc, s'il y a un manque d'oxygène dans l'organisme, plutôt de glucose dans l'organisme, ce qui donc ces glucides peuvent être apportés par la néoglycogénèse à partir de substrats non glucidiques tels que les acides gras ou les protéines dans les cas extrêmes, c'est-à-dire dans les cas d'un jeûne prolongé ou bien d'un effort prolongé. Alors, les besoins nutritionnels ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. C'est la raison pour laquelle vous devez donc tenir compte de votre sexe, de votre niveau d'activité physique, de votre âge, de votre poids et de votre taille. Autrement dit, donc, les apports énergétiques vont dépendre de ces différents paramètres que je viens de citer: l'âge, l'activité physique, le poids et la taille et le sexe. Là, vous avez donc quelques exemples de pourcentage de contenu dans certains aliments en glucides. Alors, les viandes, les poissons, les œufs, les fromages vous apportent 0% de glucides. Les laits, légumes à feuilles, légumes vertes et quelques fruits peuvent vous apporter jusqu'à 5% de glucides. C'est-à-dire, lorsque vous consommez, par exemple, des légumes, la quantité que vous avez consommée vous apporte 5% de la quantité en glucides. Les légumes à racines, carottes par exemple, les betteraves, les céleris, les agrumes, les oranges aussi, les clémentines peuvent vous apporter 10% de glucides. La majorité des fruits frais, tels que les cerises, les pommes, les poires, vous apportent 15% de glucides. Les légumes, quand je dis apportent 15%, ils contiennent 15% de leur poids en glucides. Alors, les légumes secs, cuits, les féculents, pommes de terre,
contient donc 20% de glucides, le pain contient 50%, et puis les glucides, les sucres qu'on consomme de table, contiennent donc 100% du glucide. Alors les glucides alimentaires sont donc essentiellement d'origine végétale, à l'exception faite pour le galactose du lait. On distingue donc des sucres simples qu'on trouve dans les fruits et légumes, le miel, confiture, le sucre, lactose et les tâches. Donc ils sont disponibles rapidement à l'organisme, donc autrement dit, ils vont augmenter rapidement la glycémie du sang. Alors les sucres complexes, assimilables ou digestibles, tels que les amidons, les produits céréales, pain, farine, pâtes, riz et semoule sont donc des sucres complexes, les pommes de terre et de nombreux végétaux. Ils contiennent donc des sucres complexes mais qui sont assimilables. Mais à côté, il y a d'autres sucres complexes mais non assimilables ou indigestibles qu'on trouve dans la cellulose ou les fibres alimentaires des fruits et légumes et céréales complètes. Alors on trouve également dans le pain, différentes sortes de pain, on trouve donc des fibres qui ne sont pas digestibles mais qui ont un rôle très important dans la digestion, on va le voir. Alors tous les glucides sont donc pourvoyeurs du glucose qui est l'aliment de toutes nos cellules, et particulièrement les cellules nerveuses et les globules rouges. La fonction des glucides assimilables est essentiellement énergétique. Alors les glucides apportent donc 4 kilocalories ou 17 kJ par gramme et représentent une source d'énergie essentielle pour le sportif parce que ce sont les glucides qui sont mobilisés au démarrage de l'exercice. Donc c'est l'apport disponible immédiatement au début de l'exercice, c'est des glucides. Il s'agit au début donc de glycogène musculaire et ensuite de glycogène qui peut être mobilisé à partir du foie. Et si la durée de l'activité physique dure et qu'il y a épuisement donc de ces réserves glucidiques, il fait appel donc aux réserves lipidiques du tissu adipeux. Alors les glucides non assimilables, autrement dit des fibres, jouent un rôle fondamental dans l'action mécanique de la digestion. Donc les glucides non assimilables, donc complexes, dont on a parlé à l'instant, tels que la cellulose, ils jouent un rôle dans le transit intestinal. Donc ils vont permettre donc le transit et ils aident également à la digestion intestinale. Les aliments contenant donc les glucides n'augmentent pas la glycémie de façon équivalente. Alors la distinction entre sucre lent et sucre rapide a longtemps été utilisée. Alors aujourd'hui, la notion d'index glycémique permet de classer les aliments en fonction de leur effet hyperglycédémiant par rapport à ceux d'un glucide de référence qui est le glucose. Donc les aliments qu'on mange, ils contiennent une quantité de glucides, mais il y en a qui vont être disponibles rapidement et qui vont donc permettre l'augmentation, qui vont donc conduire à une augmentation rapide de la glycémie. Par contre, d'autres, ils contiennent des sucres complexes et leur digestion va demander plus de temps et donc ils vont augmenter progressivement et lentement la glycémie. On parle donc d'index glycémique. Par définition, les glucides à faible indice glycémique font moins monter la glycémie que les glucides de référence. Les glucides simples sont donc absorbés généralement plus vite et correspondent au sucre rapide. Et les sucres complexes correspondent donc le plus souvent au sucre lent. Alors, en principe, dans les 2 heures suivant l'absorption d'un aliment, l'augmentation du taux de glucose entraîne donc une libération d'insuline. Donc, l'insuline est libérée, pourquoi? Pour rétablir la glycémie. Donc, cette insulinémie augmente souvent dans les périodes post-prandiales. Donc, juste après la consommation d'un repas, ceci va faire augmenter le taux de sucre dans le sang. Et donc, ça va stimuler la libération par les cellules bêta de l'enguerrance du pancréas, de l'insuline, dont le rôle, ce serait donc de baisser cette augmentation de la glycémie en augmentant donc la capture du glucose par les cellules pour être utilisées et puis en stimulant
la lipogénèse, c'est-à-dire la mise en réserve, et la glycogénèse, c'est-à-dire la mise en réserve des sucres, la quantité de sucre du sang sous forme de réserve de glycogène ou de lipides dans le tissu adipeux. Alors, lorsqu'on est diabétique, il est donc très intéressant, très important de connaître l'indice glycémique des aliments. Il est donc important de connaître pour pouvoir donc gérer mieux sa glycémie et adapter donc son alimentation en fonction de ces apports en aliments riches en glucides. Alors, donc plus l'indice glycémique est élevé, plus la glycémie augmente, plus la sécrétion d'insuline augmente, et donc ceci va stimuler la mise en réserve et qui va donc avoir comme conséquence ou risque d'augmenter d'obésité. Alors, exemple d'indice glycémique de certains sucres, le fructose, le saccharose et le glucose. Donc, vous voyez que le fructose il a un indice glycémique de 23, donc il est très faible. Donc, sa digestion elle est lente. Par rapport au saccharose, il va être disponible pour augmenter la glycémie de manière plus rapide par rapport au fructose. Et puis, donc, le sucre de référence qui est donc le glucose. Donc, si vous consommez que du glucose, donc ça va se refléter immédiatement sur la glycémie. Donc, on passe d'un index bas à un index élevé. Vous avez donc quelques exemples. Par exemple, la baguette, si vous consommez une baguette, il a un index glycémique très élevé, 95. Donc, ça va faire augmenter de façon très rapide la glycémie. Donc, ça va stimuler, activer davantage les cellules de l'embêta pour la libération d'insuline. Donc, le lait, par exemple, il a un indice glycémique de 30. Les légumes verts, donc ils vous apportent une quantité de glucides, mais lentement. Donc, ils ne font pas augmenter les lentilles aussi, ils ne font pas augmenter donc, la glycémie de manière rapide. Alors, donc, lorsque cet indice est supérieur à 70, on dit qu'il est élevé. Lorsqu'il est compris entre 55 à 70, on dit qu'il est moyen. Et lorsqu'il est inférieur à 55, on dit que ces aliments ils ont un index glycémique faible. Voilà, donc je m'arrête à cette partie-là pour reprendre donc, la partie se rapportant à l'apport énergétique par les protéines.